Il a vécu le système scolaire comme un enfer. Ah non, c'était une catastrophe. Je me retrouvais absolument pas dans le système scolaire conventionnel. J'étais plutôt mis de côté. C'était très compliqué. C'est une période que j'aime essayer d'oublier. Et était même très feignant. J'étais très feignant, c'est-à-dire que T'es comme moi. j'étudiais pas. Et s'il est aujourd'hui à la tête de sa petite entreprise, il n'est pas millionnaire pour autant. Pourtant, Alex a aujourd'hui une vie libre, riche et atypique, beaucoup plus que bien des gens qui gagnent plus que lui. Parmi les nombreuses activités qu'il pratique, il est gendarme. Donc on fait tout ce qui est mission de surveillance générale, police route. Avant on faisait du transfert de prisonniers. Maintenant on fait aussi tout ce qui est BGE, c'est-à-dire que on fait aussi les patrouilles de nuit par exemple. Hypnotiseur. On fait des spectacles, des séminaires en entreprise, sur le lâcher-prise, bien-être au travail. Alors je fais un peu de thérapie, ma spécialité c'est retirer phobie, gestion de choc post-traumatique, pas forcément par que l'hypnose en fait, par l'EMDR, la PNL, et voilà. A créé sa propre association caritative. Simplement, moi je fais des spectacles dans des orphelinats. On fait des spectacles de magie et de sculpture sur ballon. En fait, moi ce qui me plaît, c'est non seulement donner des étoiles dans les yeux, mais derrière, il y a aussi un contexte un peu psychologique. Il voyage énormément comme un aventurier des temps modernes et il a même participé au concours de Mister Triton. Comment a-t-il fait pour passer d'un simple BTS technico-commercial à une telle vie d'aventure? C'est ce que nous allons découvrir dans cette interview. Nous verrons aussi comment vous créez des opportunités dans la vie, même avec des circonstances de départ défavorables. Comment dépasser la peur du regard des autres pour vous sentir libre de faire ce qui vous fait vraiment envie. Comment optimiser tous les aspects de votre vie pour qu'elle soit au service de vos objectifs. Comment créer une petite entreprise qui vous laisse le temps. Comment faire des choses qui semblent extraordinaires aux autres sans vous stresser, petit pas par petit pas. Bref, comment faire de la vie une aventure même avec peu d'argent et bien autre chose. C'est parti! Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Salut Rebelles Intelligents, donc je suis actuellement avec le seul, l'unique, le vrai Alex. Comment ça va Alex? Ça va super et toi? Et donc Alex, ça va super. Toi tu as un nom de scène qui est Alex Hafner. Alex Hafner, donc tu es hypnotiseur, mentaliste, gendarme. Alors ça peut vous paraître sûrement étonnant, mais on va justement discuter de tout ça. Tu es aussi, tu voyages aussi, ça 8 fois par an. Bon, hors période Covid, ça a été une période un petit peu spéciale. Tu as pas mal d'actions dans l'humanitaire aussi, on va en discuter. Et j'ai voulu t'interviewer parce que vraiment, je trouve que tu as un incroyable parcours d'aventurier, d'iconoclaste, de rebelle intelligent. Tu es vraiment quelqu'un qui s'est créé sa propre aventure dans la vie. Contrairement à d'autres personnes que j'ai pu interviewer sur cette chaîne, tu es entrepreneur, ton business marche, mais c'est pas non plus un business, c'est pas un empire, tu n'es pas millionnaire. Tu as décidé de mettre la priorité plutôt sur la qualité de ta vie et même l'aventure de ta vie, plutôt que ton business, contrairement à d'autres personnes. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant. J'aimerais commencer cette interview par te poser la question classique de l'interview des Rebelles Intelligents. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie normale? C'est plus, moi j'ai l'impression d'avoir une vie normale par rapport à moi, mais c'est plus les gens qui me disent que je n'ai pas forcément une vie qui est tout à fait dans les clous. Donc ils pensent que tu as une vie un peu atypique, pourquoi? Simplement parce que j'ose faire certaines choses que des gens n'oseraient pas faire, simplement. Par exemple? Ne pas avoir un boulot fixe, déjà, c'est le point le plus important. Je pense qu'il va me différencier très fortement d'une autre personne. Et donc de ne pas avoir peur, de ne pas avoir un boulot fixe. Ok. Ce qui me permet de faire plein d'autres choses. Comme par quoi, par exemple? Voyager. Ouais. Après, j'ai mon mission humanitaire, donc je dois m'occuper de ça. Donc, travailler aussi dans différentes branches, parce que je vais m'ennuyer assez rapidement. Donc, moi, il me faut vraiment de la stimulation, sinon je tourne en rond et ça va pas. Je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Et donc, il me faut moult stimulations différentes. Voilà, c'est pour ça que je voulais t'interviewer, parce que tu as vraiment
Pour moi, tu es un excellent exemple de ce qu'on peut faire en tant que rebelle intelligent. T'as pas hésité à sortir des sentiers battus, à vraiment créer ta propre aventure dans la vie. En fait. Déjà, je pense que ça vous a peut-être un petit interpellé que je mette dans la même phrase que tu es hypnotiseur et gendarme. Donc, bon, on précise, tu es gendarme de réserve, hein, c'est pas ton métier principal. Exactement. Mais tu exerces quand même ce métier depuis déjà plus de 10 depuis ans. 2003, ouais, depuis 2003. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs gendarme de réserve Alors, gendarme de réserve, nous renforçons les brigades autour, aux alentours. Donc, on fait tout ce qui est mission de surveillance générale, police route. Avant, on faisait du transfert de prisonniers. Maintenant, on fait aussi tout ce qui est BGE, c'est-à-dire que on fait aussi les patrouilles de nuit, par exemple. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, alors il y a on est en train de sortir, on l'espère, de la période Covid, donc ça a été un petit peu compliqué pour toi, pour ton métier d'hypnotiseur, mais disons que jusqu'au Covid, pendant un certain nombre d'années, c'était vraiment ton métier principal, c'est ça qui te permettait de vivre. Magicien aussi, mentaliste, tu fais des spectacles dans la région lilloise et un peu partout. Voilà, c'est ça. On fait des spectacles, des séminaires en entreprise, sur le lâcher-prise, bien-être au travail. Alors, je fais un peu de thérapie. Ma spécialité, c'est retirer phobie, gestion de choc post-traumatique, pas forcément par que l'hypnose, en fait, par l'EMDR, la PNL. Et voilà. Et tu as un diplôme en hypnose? Absolument pas. Voilà. Absolument pas du tout. Et en fait, moi, tout le monde me demande, mais est-ce que tu as un diplôme? C'est vraiment la première question. Je fais, ben non, je n'en ai pas. Et il dit, mais comment on peut te faire confiance? C'est la question que tout le monde se pose. Et bien simplement, moi, je me fie par rapport Enfin, je travaille quasiment que par le bouche à oreille. C'est-à-dire que si c'était nul ce que je faisais, eh ben, je n'aurais pas de clients. Et automatiquement, je mourrais de moi-même, de faute de clients. Ouais. Donc c'est vraiment la qualité de ta prestation qui a fait que... Exactement. Et surtout, le feedback des gens qui ont utilisé mes services. Et alors, comment tu as vécu ton parcours dans le système scolaire? Horrible. Ah non, c'était une catastrophe. Je me retrouvais absolument pas dans le système scolaire conventionnel. J'étais plutôt mis de côté. C'était très compliqué. C'est une période que j'aime essayer d'oublier. À ce point-là? Oui. Et qu'est-ce qui allait pas? J'étais en dehors des clous, par exemple. Moi, il y avait une personne, par exemple, notamment au collège, qui avait une fente labiopalatine, un bec de lièvre. Et en fait, tout le monde se fichait de lui, etc. Et moi, ça me bouleversait. Les inégalités, ça me bouleverse. Et du coup, en fait, je faisais un peu de judo, je le défendais, etc. Et donc on m'a... Tu faisais des prises de judo aux gens qui le... Non, pas vraiment, mais voilà, j'arrivais un peu plus à m'affirmer vis-à-vis de ça. Tu sais, quand tu es au collège, tu dis que tu fais du judo, les autres, ils pensent que tu fais du ninja, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'étais un peu un paria parce que, justement, je me préoccupais de lui. Ok, donc ça c'était un exemple, voilà, tu n'arrivais pas à rentrer un peu dans le moule. Okay. Non, absolument pas. Et en termes de résultats scolaires? J'étais très feignant, c'est-à-dire que j'étudiais pas et ça va, j'avais des bonnes notes jusqu'à un certain point en fait. Genre la 4e? En fait, j'ai redoublé ma 3e alors que j'avais eu mon brevet. Parce que, en fait, simplement, j'avais rien fait de l'année et j'avais révisé une semaine avant et donc, en fait, j'ai eu une très très bonne note. On peut redoubler sa 3e en ayant eu son brevet? Ouais, la preuve. Ouais, d'accord. Donc, ouais, non, mais moi, je suis plus dans... Lorsqu'il y a un défi, hop, je me mets à fond pour le relever en très peu de temps. C'est vraiment ma force. Et donc, du coup, moi, je ne voyais pas l'intérêt de bosser toute l'année pour un truc que je faisais en une semaine juste avant, quoi. T'as quel diplôme? T'en as un? Oui, j'ai un BTS-TC, technico-commercial, et j'ai fini mes études à Taïwan en commerce international, à l'université à Taipei. Waouh! Pourquoi Taïwan? C'est pas un choix ultra courant? Simplement, alors moi, j'aime me laisser guider. C'est-à-dire que toutes les opportunités sont bonnes à prendre et ensuite, après, je les emprunte et je vois ce qui arrive. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, il y avait un ami qui allait à Taïwan et j'ai dit, pourquoi pas? Et en fait, je l'ai suivi simplement. Et donc ça t'a ouvert des choses Tout à fait. Déjà,
déjà voir que je pouvais habiter dans un pays étranger. Également appréhender une autre culture, vraiment une culture qui est totalement différente. Et du coup, ça m'a un peu passionné et ça m'a donné l'envie de voir les autres cultures, toutes les autres cultures, parce que ça m'intéressait, le fonctionnement différent. Et moi qui étais très enfermé dans... Un moule? Dans un moule, ouais, mais même dans le très peu de choses que je savais, ça m'a plus cassé ma non-ouverture d'esprit. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, voilà, j'étais dans une situation où en fait on m'avait un petit peu bloqué vis-à-vis de certaines ouvertures d'esprit, et en fait ça m'a vraiment permis de les exploser et de me donner l'envie en fait d'en découvrir plus et de devenir justement beaucoup plus tolérant en fait. Et comment on passe de BTS commercial, c'est ça? Technico-commercial à hypnotiseur? Bon, absolument rien à voir, mais voilà, c'est ça. Quoique on nous donne une certaine aisance quand même en commerce qui peuvent s'avérer bien positives pour un hypnotiseur. Et alors, d'accord, mais du coup, comment tu as fait pour te lancer? Enfin, déjà, comment tu as eu l'idée de te lancer là-dedans et comment tu t'es formé? Parce qu'il faut se former quand même à un moment. Et comme je te l'expliquais juste avant, pareil, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai trouvé une petite pierre sur mon chemin et en fait, j'ai décidé de la suivre. En fait, c'est un de mes amis, Mathieu, qui m'a dit « Ah, regarde, il y a des mecs qui font de l'hypnose dans la rue. » Je fais « Mais Mathieu, t'es sûr que ça fonctionne? T'es sûr que c'est vrai ?» Et il me fait « Si, mais pourquoi tu le fais pas ?» Je fais « Mais c'est vrai. » En fait, simplement, l'hypnose, je l'ai commencé parce que j'y croyais pas forcément. En fait, j'étais pas sûr. Et la meilleure manière de savoir si c'est vrai, c'est de le faire soi-même. Et simplement, voilà, j'ai testé. Au final, ça m'a plu et j'ai continué dedans. Ce qui ne veut pas dire que ce sera ça tout le reste de ma vie. D'accord. Donc tu découvres cette possibilité de faire de l'hypnose et tu te dis je vais tester, mais d'abord tu dois te former avant de pouvoir tester. Comment tu as fait? Tu as lu des bouquins? Tu as suivi une formation? Oui, alors j'ai lu des bouquins et surtout après c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je suis allé dans la rue et j'ai demandé à des gens que je ne connaissais pas, est-ce que je peux vous hypnotiser? Alors, c'est une démarche quand même assez inhabituelle. Il y a peu de gens qui auraient cette démarche. Bon, déjà, tu as la démarche du bon sceptique, donc de te dire, il n'y a qu'une seule manière de savoir, c'est de tester. Mais aller dans la rue, parler à des inconnus, c'est pas donné à tout le monde quand même. Qu'est-ce qui fait que tu t'autorises à faire ce genre de choses? Ce qui m'autorise à faire ce genre de choses, c'est simplement quelque chose qui me revient d'un peu plus en arrière. Ouais. Lorsque j'étais très timide et en fait j'ai rencontré des gens qui l'étaient plus ou moins également et on s'est un petit peu entraidés, motivés à justement pouvoir parler à n'importe qui, avoir une certaine aisance, pouvoir dialoguer, communiquer. Et ça impliquait de faire des défis dans la rue? Exactement. Bon, et donc on peut le dire, c'était des clubs de développement personnel. Moi, j'en faisais partie aussi sur l'île. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Et le but, voilà, il y avait différentes personnes, dont des gens qui faisaient du théâtre d'impro. Je crois pas que tu en as fait, mais moi j'en faisais. Et on allait dans la rue parler à des inconnus. Ça faisait partie des défis. On se donnait des défis assez drôles. Et du coup, tu as utilisé cette compétence que tu as développée pour aller tester ton hypnose. Donc tu demandais carrément aux gens, bonjour, est-ce que je peux vous hypnotiser? Et les gens disaient oui. Ils n'avaient pas un peu peur de se faire hypnotiser par des inconnus? Pas tous. D'accord. Mais de toute façon, tu as une proportionnalité Absolument. de gens qui acceptent. Et donc là, tu as vu que ça marchait? Et au début, ça marchait pas. Forcément, quoi. Ouais. Donc, tu dis, vous n'êtes pas réceptif. Bon, j'aime pas trop ce terme réceptif, mais c'est juste que, voilà, je n'étais pas compétent. Et au fur et à mesure, tu le deviens. Et moi, ce que j'aime, c'est créer mes propres protocoles et affiner avec le temps ce qui fonctionne pas. Hop, on chante et on s'améliore toujours. Et ce qui fait que maintenant, j'ai une technique qui m'est propre, surtout, parce que j'ai pas voulu lire ce qu'on m'imposait en hypnose. Et au final, j'ai développé quelque chose qui m'est très particulier. Et c'est pour ça que je suis bon aussi dans ça. Parce que des fois, il faut savoir aussi ne pas se mettre dans un moule. Oui, absolument. Du coup, comment, aujourd'hui, quand tu utilises l'hypnose, c'est juste pour faire des spectacles, c'est aussi pour... Un spectacle, après en thérapie un petit peu, voilà.
Et donc, dans tes spectacles, tu mêles donc hypnose, mentalisme, des tours de magie, ce genre de choses. Bon, déjà, il y a cette notion d'apprendre les concepts de base, mais après, il y a, encore une fois, se lancer devant un public. Et faire des choses, enfin, parler en public, c'est une des peurs les plus répandues dans la population, mais en plus, assurer un spectacle, c'est encore un autre niveau. Comment ça s'est passé la première fois? J'ai envie de vous dire à tout le monde, en fait, lancez-vous, parce que lorsqu'on est dans quelque chose que l'on aime et qu'on est sur la scène, au final, on devient quasiment hypnotisé. C'est-à-dire que moi, je ne le vois plus, le public. Je suis dans ma bulle, simplement. Et donc, il y a des gens qui peuvent avoir peur de ça, mais je vous dis, lancez-vous. Vraiment, et vous verrez. Et toi, t'as pas eu peur la première fois? Effectivement, dans la rue, en fait, lorsque j'hypnotisais des gens, il y avait des gens qui venaient voir. Donc, en fait, ça s'est un petit peu fait naturellement et crescendo. Et après, dans la rue, j'hypnotisais plus une seule personne. J'en ai hypnotisé 5 en même temps, 10 en même temps. Ouais, donc ça s'est vraiment fait progressivement. Oui, c'est ça. Ça, c'est une excellente manière de vaincre la peur, finalement. À la limite, tu l'as même pas ressenti. Parce que voilà, c'était vraiment des petits pas de bébé. Hein, et finalement, ton premier spectacle, c'était juste la continuation naturelle de ce que tu faisais. Et là, tu as commencé à gagner ta vie avec ça? C'est ça. Donc, on a commencé à faire des spectacles. Alors, ça a bien fonctionné. Partage-nous comment tu es passé de OK, c'est un hobby que je fais dans la rue pour tester un peu, à OK, je vais en faire un véritable business. Comment tu as fait justement pour faire la transition et pour demander de l'argent pour ton premier spectacle? Alors, en fait, je ne l'ai pas faite. Comme je te l'ai dit, ça s'est un petit peu imposé. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé sur ce chemin. Et en fait, on m'a fait une proposition. Dans la rue, il y a une personne qui voyait le spectacle. Ah, on peut... voilà, oui. J'ai juste dit oui. Et c'était quoi? C'était un barman Non, c'était pour un anniversaire. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Donc, j'ai juste dit oui, simplement, à des propositions qui me sont faites. Quand il t'a demandé le prix, tu savais de quoi? Qu'est-ce que tu avais demandé? Non, pas vraiment. J'y étais au feeling. D'accord. Donc, tu as proposé que c'est combien de l'heure alors, à l'époque? Je sais plus, j'avais proposé un truc très bas. Cheap. Oui. Et au fur et à mesure, donc, tu as commencé à demander de plus en plus. C'est ça. Et aujourd'hui, tu fais des spectacles devant combien de personnes? Ça dépend, entre une quinzaine de personnes à 1000 des fois. 1000, waouh! T'as fait ça où? Alors, c'était les quartiers d'été, c'est-à-dire que c'est une ville qui avait jeux gonflables et de l'animation en fait pour l'été, pour les résidents. Et en fait, ils ont un petit amphithéâtre et c'était en extérieur et c'était génial. Franchement, super Là, tu étais sur scène devant 1000 personnes. Alors, tu faisais partie du show, quoi. C'était pas vraiment sur scène, c'était vraiment sur le plat, alors que tout le monde était dans des gradins. C'était génial, quoi. Et donc, aujourd'hui, tu vois, tu as 36 ans, tu as une liberté que très très peu de gens de ton âge, de la population générale ont. Tu fais des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ton diplôme. Et tu voyages énormément. Et je trouve ça très intéressant que tu aies toute cette liberté sans avoir de business web. Parce que finalement, la plupart des gens que je rencontre qui ont ton degré de liberté, souvent, c'est ce qu'ils ont derrière. Tu vois, ils ont cette liberté géographique que leur donne un business web, aussi les rentrées d'argent que font ça. Donc toi, ton business d'hypnose, ça marche bien, mais c'est pas non plus, je veux dire, une énorme entreprise. Hein, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu as cette liberté qui semble vraiment, j'ai envie de dire, quand on te voit, on sent que c'est un état d'esprit et que plein de gens pourraient avoir matériellement cette liberté, mais que finalement ils ne l'ont pas parce qu'ils n'y pensent pas, ils n'explorent pas assez. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour avoir tout ça? Alors, je pense que c'est aussi une particularité qui m'est propre. J'optimise tout, d'accord? C'est-à-dire que je me dis, pourquoi avoir une belle voiture? Bon, j'ai pas besoin d'avoir une belle voiture. Moi, j'ai une Clio 2, toute pourrie, ok, mais pourquoi j'ai pris une Clio 2 que j'ai acheté 600 €? Tout simplement. Tu l'as acheté 600 €? 600 €. Ah oui, c'est vraiment pas cher. Exactement, donc elle a beaucoup de kilomètres, etc. Mais pourquoi j'achète une Clio 2 à 600 €? Tout simplement parce que ça me permet de l'assurer côtière, au minimum. S'il y a un accident, poubelle. S'il y a des petites réparations, voilà, je les fais. Si j'ai des petites réparations, je les fais. Si c'est des grosses réparations, poubelle. Et en même temps, ça permet aussi de valoriser jusqu'au bout une automobile. Donc là, c'est intéressant. Là, on voit que tu réfléchis différemment de la majorité, où tu te dis qu'en fait, tu as une voiture jetable que tu vas aussi... Enfin, c'est du recyclage quasiment, quoi. Exactement. Tu prends un truc en fin de vie
Et que je l'amène jusqu'au bout. T'as pas besoin autant d'assurance et de réparation. Voilà, je t'en racheter une voiture. Tout à fait. Et donc, par exemple, j'ai pas peur qu'on me la raye. J'ai pas peur qu'on me la défonce. Je m'en fiche. Donc ça, c'est un et premier ça élément. permet aussi de me zénifier. Parce que j'ai pas cette peur. Je te comprends, moi ça fait 6 ans que j'ai pas de voiture, depuis que je suis parti à Londres, et ça, bon, je prends des Uber et tout ça, c'est un certain coût, mais finalement, quel gain de temps, de sérénité, t'as plus besoin de te stresser avec justement les réparations, les machins, les trucs, plus besoin de garer ta voiture non plus quand t'en as pas. Bon, toi t'en as une, mais aussi avec une certaine sérénité. Donc ça c'est un premier élément de réponse, tu as une vision plutôt minimaliste, tu vas pas t'encombrer d'objets dont tu n'as pas besoin, tu vas essayer de réfléchir à comment les utiliser de la meilleure manière, ok. Quoi d'autre? Tu penses que c'est un élément extrêmement important, ça, pour être libre, de ne pas s'encombrer d'objets qui autrement pourraient nous emprisonner? Alors, en fait, le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, justement, j'ai tendance à accumuler en fait, des objets. Alors, on peut voir derrière, là, que tu as pas mal d'objets de collection, donc c'est vrai que c'est... Des objets de collection, enfin des objets anciens plutôt, ou des objets que je récupère, enfin que j'achète en voyage. Donc c'est beaucoup d'objets anciens que tu recueilles au gré de tes balades dans les brocantes, des voyages, tout ça? C'est exactement ça. Donc en fait, par exemple, alors du coup, c'est un peu contradictoire avec le minimalisme. Comment tu réconcilies les deux? Mais je suis pas du tout minimaliste en vrai. Ok. Absolument pas. Okay. Et justement, j'ai encore ce gros travail à faire sur moi, qui est conscient, c'est-à-dire que je me sens enchaîné à ces objets, et, parce que là, vous n'en voyez qu'une petite partie, mais en fait, il y en a une grosse partie, et là, c'est encore un mais très gros travail à fournir pour vraiment, parce que je me sens enchaîné. Je ne suis pas bien parce que je sais qu'il y a trop. Et j'ai besoin de faire ça. Pourtant, tu as une liberté qui est largement supérieure à... Ah oui, non, mais c'est pas parce que... Oui, effectivement, j'ai un boulet au pied, mais j'ai quand même tout fait pour avoir cette liberté. Donc moi, je voyage quand je veux, je fais ce que je veux au moment où je le veux, toujours, toujours, toujours. On n'a qu'une seule vie. Si c'est pour pas faire ce qu'on veut au moment où on le veut, non. D'accord? Comment tu fais pour faire ça, alors? Ben, ça vient naturellement. Alors, ça vient naturellement, c'est-à-dire que... Je sais pas, je me lève le matin, j'ai envie d'aller à Paris, hop, alors soit je vais à la station, enfin à l'autoroute et je fais du stop. Regarde par exemple là cet été, hop, régulièrement je le fais, le trajet jusqu'à Saint-Trope en stop. D'accord, ça te prend combien de temps? Donc là je vais le faire, ça dépend, des fois c'est un peu plus long, ça met entre 15 et 20 heures. 15 et 20 heures. Combien de temps tu mets pour trouver une personne en général? Mais ça dépend encore. C'est vraiment, il y a vraiment. Tu es là avec ton panneau Saint-Tropez à Lille? Alors non, tu es obligé vraiment de faire étape par étape. Faire étape par étape. D'abord Paris, ça, puis. Ok. C'est ça. Donc, bon, après, des fois, je pars. Des fois, c'est pas Paris, des fois, c'est Reims. Ouais, ça dépend de la personne en vrai. Ok. Donc tu mets, je vais au sud. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. D'accord. Donc, ok. Et tu vois, j'essaie vraiment de comprendre comment on peut inspirer les gens à être plus libres à travers ton exemple. Donc là, on a cet exemple de, ok, déjà, utiliser l'autostop, qui n'est pas forcément un réflexe que la plupart des gens vont avoir. On voit aussi qu'il y a quand même cette idée de ne pas avoir peur, finalement, de s'exposer au regard des autres. Faire de l'hypnose dans la rue, monter progressivement en taille de public jusqu'à arriver à faire des spectacles payants, faire de l'autostop, donc c'est-à-dire savoir aussi braver les éléments et puis le regard peut-être que les gens peuvent avoir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait que... Justement, en fait, je pense que c'est de pouvoir se libérer du regard des autres qui va me permettre ça. C'est quelque chose, par exemple, ma voiture. Bon, voilà, c'est un exemple. Un autre exemple, je vais pas apprécier, par exemple, un restaurant 5 étoiles, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que je me dis, j'optimise tout, je me dis qu'avec le repas, un seul repas 5 étoiles, je peux en faire plein de très sympas, plus petits. Et donc, en fait, je vais même pas apprécier. J'ai déjà été invité dans des restaurants 5 étoiles. Enfin, pas 5 étoiles, un peu moins, mais étoilés en tout cas. Ouais, étoilés. Ok, bon. C'était bien, mais sans plus. Ça m'a fait moins plaisir, en vrai. Que quoi? Qu'un bon kebab entre amis?
qu'un bon kebab, ou même quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais plusieurs fois, quoi. D'accord. J'essaye d'optimiser aussi, parce que, comme tu dis, hein, je gagne pas non plus des milliers des cents. J'essaye de faire comme je peux. Par exemple, la liberté de ne pas avoir un travail fixe, ça me permet également de choisir les périodes dans lesquelles je pars en vacances. Et donc, un billet, comme tu le sais, en juillet, août, c'est pas la même chose qu'en septembre ou en octobre. Absolument, oui. Donc, avec peu de moyens, tu peux faire énormément. Donc, c'est aussi une des clés de voyager hors saison. Mais bien sûr. Tu essaies toujours d'optimiser les choses. Toujours. De hacker le système, en fait. C'est ça, exactement. Oui, et ça, c'est clair, c'est quelque chose que je vois chez toi. Et j'aimerais vraiment qu'on essaie de trouver un peu tous les moyens que tu fais d'hacker ça, tu vois, pour pouvoir partager à notre audience. Alors, tu nous donnais l'exemple de partir en autostop à Saint-Tropez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemples qui te paraissent normales, j'en suis sûr, mais qui peuvent paraître un petit peu fous pour la plupart des gens, de choses que tu as fait justement pour pouvoir voyager librement En continuant, en fait, je pars en stop à Saint-Tropez avec une tente et un duvet et un petit chargeur solaire. Et tu vas dormir où à Saint-Tropez? Là où je peux, je trouve en fait simplement comme... je vais encore revenir dessus, mais le fait de ne pas avoir de plan te permet de faire des trucs incroyables. C'est-à-dire que moi, j'étais par exemple à Tel Aviv, et il y a une de mes amies qui vient boire un verre avec moi, et elle me dit, tu peux dormir avec moi, chez moi, à 1 heure de route dans le nord de Tel Aviv, mais vu que tu vas demain à Jérusalem, je te conseille de prendre le bus de nuit. Ok. Elle fait, tu trouveras des parcs où te reposer. Parce que vraiment, j'y étais sac à dos sur le dos, avec un duvet, et je dormais comme ça, où je pouvais. Ok, et comment t'es allé à Tel Aviv? T'as pris un avion? Oui, j'ai pris un avion. Et t'as essayé de trouver un truc pas cher ou... Oui, c'est ça, exactement, ouais. Et du coup, j'arrive à Tel Aviv, j'étais avec une amie qui est bénévole, où on faisait aussi beaucoup d'actions humanitaires. Et en fait, je me dis que en grignotant sur le logement, en grignotant sur pas mal de trucs, en fait, on pouvait donner plus pour les enfants orphelins, quoi. Et donc, on arrive et on trouve pas les parcs. On voit un curé et on lui dit « Where is a quiet place to sleep ?» Donc, où est-ce qu'il y a une place tranquille pour dormir? Voilà. Il fait « voilà, suivez-moi ». Il était donc catholique, mais thaïlandais. Voilà. En Israël? Ah oui, non, mais c'est normal, en fait, c'est-à-dire que tu as toutes les communautés chrétiennes qui sont représentées et qui sont à Jérusalem. Donc, il nous emmène, il fait un petit peu la visite de la vieille ville, il fait, voilà, c'est l'église du Saint-Sépulcre, et il nous fait rentrer, il nous montre des bancs, il fait, vous pouvez dormir ici. Donc, on commence à dormir, en fait, on se rend compte, quand on réouvre les yeux, qu'on est à 15 mètres du tombeau du Christ. D'accord. Voici donc... dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Voilà, alors tout en étant agnostique, c'est quand même un truc très très fort. Et c'est-à-dire que si j'avais planifié mon voyage à Jérusalem, ça ne serait jamais arrivé. Comme quand après on a continué jusqu'en Jordanie et qu'on arrivait... Comment, en bus? Non, en stop, en bus, d'accord. Ça dépendait de ce qu'on trouvait. Et on arrive au désert de Vadiroum, et donc tu as les nomades qui t'attendent pour te faire payer, avec leur 4x4, tu payes un tour dans le désert, etc. Et alors on disait, mais non, on ne veut pas dépenser d'argent, on va le faire à pied. Et donc il y en avait un, il insistait, etc. Et il dit, mais écoutez, moi je retourne au village nomade, je vous emmène, vous aurez plus vite accès aux trucs qui sont beaux à voir. Et je fais, écoute, tu fais un truc pour moi, je vais faire un truc pour toi. Et là, je lui fais un tour de magie, mais incroyable. Et il était, voilà, alors il dégonfle ses pneus pour pas s'enfoncer dans le désert, on continue, et on arrive, il y avait 2 bédouins qui étaient en train de prendre le thé, mais vraiment au milieu du désert, mais vraiment, il y avait rien du tout autour. Et il fait est-ce que tu pourrais leur faire le tour de magie? Donc on prend le thé dans le désert, et là on danse la Macarena dans le désert. Je fais what? Ok. Alors là on est en plein milieu du désert avec des bédouins qu'on a rencontrés, et on entend quoi? On entend la Macarena. Et donc on traverse le village et on va plus loin. Je fais ok.
Et là, il nous emmène dans un endroit mais idyllique. C'est-à-dire que c'est une dune et tout autour, tu as les falaises en arc de cercle. D'accord. Et il nous fait monter la dune. Il fait, vous pouvez faire un petit feu. Moi, j'étais scout. Voilà, j'ai fait un petit feu. Il fait, attendez, je reviens dans 1 heure. Et donc, on est là avec ma pote, on discute. Et là, il revient avec un plat énorme, poulet et riz et victuailles. Wow. Et en fait, voilà, on a mangé avec lui, il a dormi avec nous. Et là, effectivement, tu voyais vraiment toutes les étoiles. Incroyable, vraiment un moment top. Il fait, moi, je vais devoir aller travailler, mais allez-y, je vous retrouve après. Donc, on reprend les sacs à dos, on continue. Et là, il y a des bédouins qui nous prennent en stop. Et on leur dit qu'on veut voir, en fait, tu as une sorte de petite montagne avec un arbre tout en haut, un petit ruisseau, une petite cascade. Et donc, on voulait voir ça. Ils nous emmènent un peu plus près. À peine on est descendu, qu'un autre Jeep blanche dernier modèle s'arrête, vous allez où? Et en fait, là, on tombe sur Abdallah qui nous dit « mais je vous emmène ». Donc, on y va. Il fait « vous voulez faire quoi? Aller voir là ?» On fait « oui ». Il fait « écoutez, je reviens dans 2 heures vous le prendre ». Et comme ça. Mais comme ça, ouais. Voilà. Mais c'est pas fini, c'est ça le pire. Donc on monte, et là, je le vois d'en haut. Laura était redescendue. Je vois en haut, je fais Abdallah. Et là, je descends, mais comme un dingue pour le voir. Et là, en fait, il nous fait une petite balade dans le désert. Et il nous emmène jusque la frontière de l'Arabie Saoudite. Il fait, je vous emmène là. Alors, j'en menais pas large parce que je me dis, où est-ce qu'on va? Et en fait, il nous a même fait conduire son 4x4 dans le désert, quoi. Truc de malade. Et ensuite, après, sur le chemin du retour, il nous montre ses chameaux. Et là, on prend un petit raki en plein milieu du désert. Il fait, écoutez, moi, en fait, je suis gérant d'un camp, donc un camp très réputé. Il fait, moi, j'ai des clients ce soir. Et en fait, le thème, c'est barbecue dans le désert et on dort tous ensemble. Voilà, ils sont que 2. Pour avoir du monde, moi je vous invite gratuitement, vous passez la soirée avec nous aux frais de la princesse. Super sympa. Et tout ça, ça a démarré du fait que tu voulais pas payer et que tu as dit on va se balader à pied. Exactement. Et ça, tu t'es connecté différemment aux gens en fait. Exactement. Et c'est ça, parce que là tu as une vraie interaction, surtout que c'est pas terminé. Le lendemain, il nous emmène à son camp qui était un camp de dingue. Il fait, vous pouvez prendre le petit déjeuner, il y avait un buffet monstrueux, tout ça est offert, vous pouvez prendre une douche. Et donc après, il repart et en fait, donc nous, on va visiter quelques trucs sympas un peu plus loin, on revient et là, il nous réemmène et il nous dit j'ai une cousinade en fait, il y a 40 de mes cousins qui se retrouvent dans les airs. Alors on parle que de courses de chameaux, etc. Mais c'est génial. Et ma pote, c'était la seule fille. Et en fait là, on était vraiment dans sa famille, vraiment. Donc les gens parlaient en arabe du coup. Oui, bien sûr. Alors lui, il traduisait un petit peu en anglais, etc. Et en fait là, ça a été vraiment un partage. Ça m'arrive souvent parce que j'ai pas cette démarche du touriste qui a de l'argent et qui en fait se préoccupe pas de la personne en face de lui parce qu'en fait il a l'ascendant parce qu'il a plus d'argent que lui. Et non, là justement, j'en ai même encore moins. Pas forcément moins, mais enfin j'en ai pas énorme. Et en fait s'installe vraiment une vraie interaction à ce moment-là. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de typique dans tes voyages, de vivre des aventures comme ça? Oui, toujours. Et quelle est l'aventure la plus folle ou intéressante que tu aies vécue Celle que je viens de raconter, c'était déjà pas mal. Ouais. Après, le problème avec ça, c'est que tu vas me demander ça, j'en ai plein, mais c'est tellement normal pour moi, c'est tellement ma normalité que ça en devient banal. Je te comprends, moi on me demande souvent mais c'est quoi ton pays préféré dans le monde et je dis mais ça dépend complètement de mon état d'esprit et de ce que j'ai envie de faire et tout ça et effectivement j'en ai vu tellement que de toute façon j'ai rarement été déçu en fait, il y a toujours des choses à trouver et à voir. Bon, ok, ça te paraît normal, quelle est l'aventure qui te paraît la moins normale de toutes les aventures normales que tu as vécues? J'étais en Colombie juste avant le Covid. Ouais. Et donc, pareil, à chaque fois, on était dans des trucs soit très cheap, ou moi, en fait, j'avais demandé à mon cousin,
Et à ma pote, je dois acheter des hamacs. D'acheter des hamacs sur place? Non, on les avait achetés avant. Exactement. Et donc, ça prend de la place, ça, quand même. Ça va, parce que plier, franchement, ça prend juste ça. Ok, donc genre même pas 1 mètre cube. Ça va, donc avec moustiquaire et également une petite toile au cas où il flotte. Et du coup pareil. C'est génial, tu peux te mettre entre deux arbres. Quoi. Oui, exactement. Ouais. Et donc, le gros trip, en fait, ça a été vraiment d'aller dans la jungle et de bivouaquer dans la jungle, simplement. Mais c'est trop marrant, par exemple, donc on rencontre une nana et elle nous dit « Ah, mais vous allez bivouaquer dans la jungle, c'est dangereux, il y a des animaux sauvages, etc. » Je fais « Oui, mais c'est pour ça qu'on est 3, du coup, en fait, s'il y a un léopard, bon, on en jette un et et les autres courent. On se barre. Et en fait, le fait exprès, c'est que le lendemain, on recroise cette fille et là, Laura était partie autre part. Et elle fait « Mais ça a été ?» Je fais « Ben non, malheureusement, on a perdu Laura. » Et donc elle était... mais en plus, le pire, c'est qu'on avait entendu des bruits dans la jungle, mais on avait légèrement flippé. Hein, et c'est vrai que, bon, bah, sur le moment, t'as vraiment peur. Mais après, tout en optimisant tout, j'avais quand même essayé d'être en sécurité. C'est-à-dire que avant de partir, je leur avais tous acheté des petits couteaux en céramique pliable. Je leur avais tous acheté un laser. Éventuellement pour faire peur, etc. Aux animaux ou les distraire, ouais. Exactement, ou les distraire. J'aurais trop vu le léopard qui jouait comme un chat avec un laser, ça aurait été... J'en sais rien, mais ouais. Ouais, je sais pas. Et bref, à chaque fois, Colombie, c'est déconseillé de se balader dans la jungle comme ça parce que tu peux tomber sur des laboratoires clandestins de drogue et en général, quand les touristes tombent dessus, bah, ils en reviennent pas. Ouais, en général. Donc après, effectivement, on n'est pas non plus allé au plus profond de la jungle. Ouais. On est allé quand même dans des trucs un peu safe. C'était des parcs nationaux. Voilà. Tu savais qu'il n'y avait pas de laboratoire. Voilà, c'est ça exactement. Dans un parc national, ça devrait aller. Mais bon, c'était vraiment des très bonnes expériences. Après, donc pareil. Tu fais 6 à 8 voyages par an. Enfin, oui, avant Covid, tu faisais ça. C'est ça. Et à chaque fois, c'est des aventures comme ça où tu t'organises la MacGyver. Où je m'organisais en fait vraiment pas vraiment. C'est ça le truc. C'est de se laisser surprendre par toutes les opportunités. Regarde, par exemple, il y a des trucs très bêtes. Hein. Des trucs qui me marquent. Tu vois, tu me disais des grosses aventures qui me marquent. Et ben, ça va être un truc incroyable. C'était en Turquie. Et en fait, c'était en septembre, me semble-t-il. Ça remonte un petit peu. Et le truc le plus incroyable, c'est que la saison des grenades à manger était passée. Et donc, il en restait sur les arbres. Et en fait, elles étaient tellement mûres qu'elles étaient éclatées. D'accord. Et tu les prenais. Et tu les mangeais. Ça, tu vois, c'était juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Juste ça, tu vois. C'est pas forcément un truc de dingue, quelque chose d'extraordinaire. Non, absolument. Donc c'est aussi ça, la clé finalement dans ta liberté, c'est aussi savoir savourer les plaisirs simples. Exactement. Parce que c'est vrai que par chez nous, non seulement c'est cher, mais en plus, manger une grenade, l'impact carbone. Donc t'es vite. Alors que là, mais voilà, t'es juste là, au moment où en plus, ils sont encore plus mûrs que tu ne l'aurais jamais espéré, et encore plus délicieux que... Tu vois, ça c'est extraordinaire. Si tu me demandais un truc extraordinaire, ça. Et donc, comment tu fais pour... t'as un business, comme nos amis anglo-saxons disent, de briques et de mortier. Donc vraiment un business physique, c'est pas... Voilà, t'as rien sur Internet, t'as pas de chaîne YouTube, même si je te disais que tu devrais en créer une et que je suis pas le seul a priori à te le dire. Du coup, comment tu fais pour gérer ton business tout en faisant tous ces voyages ? Eh ben, c'est aussi pareil, c'est tout le temps le lâcher-prise. Ça vient si ça vient pas si ça vient pas. Et je prends tout comme ça. Vraiment, dans ma vie, c'est tout comme ça. Si ça doit se passer, c'est que ça doit se passer. Si ça ne doit pas se passer, bah, c'est tout. Et en fait, comme ça, je suis jamais déçu. Et tu planifies tes voyages combien de temps à l'avance ? Ça dépend. Des fois, ça peut être une semaine, comme des fois, ça peut être des mois avant. Enfin, et après, je les planifie pas, hein, je prends juste le ticket, c'est tout. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Ouais. Tu prends le billet aller-retour et puis c'est tout, quoi. C'est ça.
Ouais. Bah, il y a pas mal de choses similaires dans ma manière de voyager parce que moi aussi c'est jamais organisé. Je prends d'ailleurs souvent juste mon billet aller. Et il y a d'ailleurs il y a des pays qui te refusent si tu n'as pas de billet de retour. Donc du coup je prends des faux, enfin pas des faux, mais tu sais il y a des sites spécialisés pour te donner des billets de retour qui en fait après ils te les annulent automatiquement. Moi je te donnerai après. C'est vachement pratique ça parce qu'en fait je sais jamais quand est-ce que je pars. Tu vois. Enfin des fois je sais mais voilà. Par contre oui moi je pense que j'aurais fait partie des gars qui auraient juste payé le mec sans chercher à comprendre, même si ça m'est arrivé des aventures un peu similaires. Mais c'est intéressant parce que finalement, il y a des points communs et aussi des points de différence. Mais moi, je comprends pas trop les gens qui vont au Club Med. Enfin, à la limite, le Club Med, c'est très bien, mais t'as pas besoin d'aller en Tunisie, du coup, pour aller au Club Med, quoi. Tu peux le faire tant qu'il y a du soleil. À la limite, on s'en fout, c'est un peu toujours pareil. Et voilà, et j'adore, comme toi, explorer les cultures. Avant de cette interview, donc, tu me disais que justement, les voyages t'avaient profondément transformé. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Bah simplement, c'est vrai que j'étais comme tout le monde en fait, qui reste un peu dans sa ville et un peu limité culturellement et limité aussi par ce qu'on lui apprend, le contexte familial. Et donc, moi c'est vrai que si j'avais suivi ce qu'on m'avait dit, j'aurais pas l'ouverture d'esprit que j'ai actuellement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Tu serais devenu quoi? Raciste Bah, en fait, simplement, effectivement, quand j'étais plus jeune, c'est pour ça que je peux comprendre quelqu'un qui est raciste. Alors, je l'excuse pas, hein, d'accord, on est bien très clair, hein, d'accord. Oui. En fait, on peut le comprendre, pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'a pas de chance, qui n'a pas quelle chance? La chance de voyager, de rencontrer des gens et d'être enfermé dans un bocal, en vrai. Oui, tu veux dire qu'il n'a pas de chance parce qu'il est enfermé dans un bocal, ouais. Oui. D'accord. Mais c'est aussi quelque chose que tout le monde a en soi qui te maintient dans ce bocal. Qu'est-ce que c'est? C'est la peur. Et ça, c'est un sentiment que tout le monde peut comprendre. En fait, simplement, je pense que le racisme, c'est simplement la peur. Et la peur de quoi, du coup? Des autres. La peur du changement aussi. Et donc les voyages, ça t'a permis de dépasser ces peurs-là? Non, mais c'est... Moi, je vous conseille vraiment de voyager. C'est un truc de fou pour l'ouverture d'esprit. Maintenant, je suis la personne la plus ouverte que vous n'ayez jamais vue, ce qui ne m'a pas empêché de faire des erreurs. J'ai fait du mal à des gens et franchement, je le regrette. Et si vous le voyez, voilà, je vous présente mes excuses. Si je vous ai blessé, si j'ai fait des choses qui auraient pu vous heurter, voilà, je vous présente mes excuses. Et n'hésitez pas à même revenir vers moi pour qu'on puisse en parler. Voilà, le message est lancé. Mais donc, malgré ça, donc les voyages, comment ils t'ont transformé exactement? Donc, tu as dépassé la peur la peur des autres, forcément, puisque tu as dû te mettre en contact avec des personnes très différentes. La peur du changement aussi, forcément. Et ça t'a permis d'être moins raciste, mais aussi de voir tout simplement qu'en fait, il y a des gens extraordinaires de toutes les couleurs. Mais pas moins raciste. Enfin, je veux dire, pour moi... le racisme, c'est devenu une aberration totale. Oui. Et au contraire, moi, maintenant, je suis très dans la liberté. Moi, je veux que tout le monde puisse faire ce qu'il veut au moment où il veut, sans interférer sur la liberté des autres. Je suis très dans la liberté. C'est hyper important pour moi. Et c'est ce que je prône. Ce que ça m'a appris, en fait, de voyager. Oui. Ce que ça m'a appris, c'est que en fait, je ne sais absolument rien du tout. Ok, donc ça t'a donné quoi? Une certaine modestie, du coup? Pas une certaine modestie, c'est-à-dire que quand tu vois la diversité cognitive de toutes les personnes qui t'entourent, ajouter à cela les différences culturelles, ajouter à cela des contextes politiques, ajouter à ça plein d'autres choses, des vécus différents, en fait... Tout ce que tu sais, c'est que tu sais absolument rien et que quelque chose va fonctionner avec quelque chose. Il n'y a jamais de formule magique universelle. C'est pas possible, en tout cas dans les relations humaines. Et donc, il faut savoir redescendre et se dire pourquoi. Alors c'est peut-être un petit peu, mais pourquoi ne pas se dire je n'interviens que sur ce dont j'ai le pouvoir. Juste très légèrement autour de moi et tant pis pour le reste.
Ouais, donc tu veux dire te focaliser plutôt sur ton cercle d'influence direct Exactement. plutôt que de te préoccuper de choses qui se passent à des milliers de kilomètres. Mais exactement. Par exemple, les gens qui sont complotistes. Par exemple, moi j'ai un ami qui est complotiste, mais je lui dis, mais pourquoi tu t'embêtes avec quelque chose qui te ronge sur quelque chose que tu n'auras déjà aucune réponse, même quand bien même t'en es, tu ne peux pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, et quelque chose qui te ronge et sur lequel tu n'as aucune emprise. Pourquoi tu t'embêtes à ça? C'est ce qu'il a répondu. Il fait, oui, tu as raison. Et il a arrêté? Non, pas tout à fait. Mais au moins, ça lui a permis de redescendre d'un cran. Après, je pense que des fois, il faut savoir aussi le redire à certains bons moments. Il y a des moments pour donner un conseil et qui vont être pris totalement, et il y a d'autres moments où ils vont être pris qu'à moitié, et d'autres moments où ça... C'est ce que je disais, par rapport à la cognitivité des gens, et par rapport à la différence, il n'y a jamais le moment idéal. Enfin, non, c'est vrai. On ne peut jamais savoir. Là, tu as voulu lui apporter cette... J'ai juste jeté un appât, et si ça mord, je suis content. Et si ça mord pas, je m'en fiche en vrai. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, c'est que j'ai pas envie que ça m'impacte parce que ça devient plus de mon ressort. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc, tu es aussi beaucoup dans l'humanitaire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Simplement, moi, je fais des spectacles dans des orphelinats. On fait des spectacles de magie et de sculpture sur ballon. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est non seulement donner des étoiles dans les yeux, mais derrière, il y a aussi un contexte un peu psychologique. C'est-à-dire que les gens me disent, mais pourquoi juste un spectacle? Qu'est-ce que tu leur apportes? Simplement, ce que je leur apporte, c'est que les orphelins côtoient des écoles, d'accord, d'enfants qui ne le sont pas. Tu es orphelin, d'accord? Voilà, moi je le suis pas, et je fais « Ah, mais moi j'ai été dans un parc ce week-end avec mes parents, c'était génial et tout. Ouais, » Et ben là, tu peux dire « Qu'est-ce qu'il peut répondre à l'orphelin? J'ai vu une cassette vidéo d'un film, non. » Alors que si tu lui donnes quelque chose d'un peu exceptionnel, par exemple pour un pays, par exemple, moi j'ai vu un magicien français, mais aucun autre de ses enfants n'aurait vu un magicien français. Et donc, ça leur permet... Ce sont des orphelinats à l'étranger. Hein. Oui, à l'étranger. Et donc en fait, je leur permets juste de pouvoir ne pas avoir la tête sous l'eau et d'avoir quelque chose à répliquer, de quelque chose d'un peu exceptionnel. Donc, tu essaies vraiment de leur apporter ce moment exceptionnel qu'autrement, ils n'auraient pas. Voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Donc après, je suis allé en Afrique noire, en Afrique du Nord, beaucoup l'Afrique du Nord, donc, notamment beaucoup au Maroc. Ouais. Après, la magie et les ballons, c'est un peu international comme langue. Hein. Ouais. Donc voilà, en Colombie, en Thaïlande, au Burkina Faso, Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte. Après, je peux plus. Ouais, non, bien sûr, il y en a tellement que voilà. C'est déjà un bon exemple, ok. C'est ça. D'accord. Et tu fais d'autres choses humanitaires? Alors, pour la première fois, donc, avant, je travaillais pour des grosses associations où, en fait, j'ai été vraiment dégoûté. C'est pour ça que j'ai créé mon asso. Alors, gâchis d'argent, tu vois, moi, j'optimise tout. Gâchis d'argent, copinage, gloire personnelle. Moi, ça m'a dégoûté. Ah oui, à ce point-là. Sincèrement. Donc voilà, j'ai lâché cette grosse asso, je suis allé dans une toute petite qui distribuait des vêtements chauds et des repas chauds, tu vois, je me suis dit, bah, c'est bon, là il y a zéro copinage, il y a zéro... Et en fait là, je me suis également rendu compte qu'il y avait des soucis. Donc par exemple, ils venaient voir une personne qui était à la rue, pas un bonjour, pas se présenter, pas est-ce que je peux te prendre 5 minutes? C'est pas parce qu'il est à la rue qu'il a 5 minutes à t'accorder, t'es d'accord? Voilà, et ensuite après lorsqu'on revenait,
Donc après, moi, je prenais un peu les devants. Je venais, bonjour, moi c'est Alexandre, est-ce que je peux te prendre 5 minutes, etc. J'essayais de prendre les devants. Pourquoi il voulait leur parler? Hein? Pourquoi il voulait parler? Pour leur donner des vêtements chauds D'accord, et des il repas faisait chauds. juste, tiens, prends ça, et puis... Ouais, c'est plus ou moins. Ça manquait d'humanité, en fait. Ça manquait d'humanité, voilà. Et lorsqu'on est revenu, on voyait par exemple des shampoings jetés, tout neufs, c'était nous qui les avions donnés. Et là, tu avais des mecs qui disaient, mais c'est un peu honteux, on leur donne et ils les jettent par terre. Et en fait, j'étais en train de lui dire, mais est-ce que tu lui as vraiment demandé si vraiment il en avait besoin? Parce qu'après, tout le monde connaît un petit peu le triangle dramatique, d'accord? C'est-à-dire? Avec le bourreau, la victime et le sauveur, d'accord? Et en fait, c'est très facile de basculer. C'est-à-dire que si tu veux sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être, en fait, tu deviens bourreau. Et là, en fait, c'était exactement ça. Et donc, alors, il y avait, moi, voilà, peut-être des personnes qui étaient là juste pour dire d'avoir fait. Après, il y a aussi des personnes qui, je le pense très profondément, qui le faisaient de bon cœur, mais qui le faisaient mal. Oui, donc là, on voit bien que c'est pas... Enfin, je veux dire, ils ne donnent pas des shampoings juste pour... de manière mauvaise. Ils pensent ça bien, mais ils ne regardent pas si c'est vraiment efficace. Ça, c'est aussi une critique que je fais souvent à beaucoup d'actions caricatives, qu'il n'y a pas assez de réflexion sur la stratégie à long terme, en fait. Mais par exemple, lorsqu'il y a des famines, et en fait, le problème, c'est que c'est aussi manipulé. C'est-à-dire que quand il y a des famines, tout le monde envoie du riz. Et je ne sais plus dans quel pays c'était, mais l'économie risicole du pays, mais c'est cassé la figure parce qu'ils ne voulaient pas acheter du riz alors qu'ils pouvaient l'avoir gratuitement. Mais il y a pire. Hein. Il y a aussi ça s'était passé en Afrique, des généraux de guérilla qui faisaient exprès d'affamer les populations pour faire venir l'aide humanitaire et qui après pillaient cette aide humanitaire pour nourrir leurs troupes. Donc, il faut vraiment... c'est pas que, allez, viens, on donne. Oui, il faut vraiment avoir cette réflexion derrière, cette analyse, et faire des tests, et voir, en fait, simplement. C'est pas si facile que ça d'aider. Ouais, absolument. Et c'est pour ça que je milite pour que ce soit très réfléchi et pas n'importe comment. Parce que ça peut faire pire que mieux des fois. Ah, ça, je suis d'accord. Après, le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le temps finalement de faire cette analyse-là. Et puis déjà, on les sollicite beaucoup pour donner, donnent pas forcément beaucoup. Et voilà, enfin, ils se disent au moins je suis tranquille, j'ai donné une association. L'idée c'est quand même d'essayer de trouver des associations qui sont sérieuses, qui ont un bon travail d'analyse, mais voilà, c'est pas si facile finalement. Voilà, c'est pas, moi j'en veux pas à ces personnes-là, mais moi ce que je veux c'est que les grosses associations fassent le ménage et réfléchissent. Donc tu es une petite entreprise, on peut dire que tu es entrepreneur, est-ce que tu penses qu'on peut avoir ta liberté en étant employé? Écoute, je pense qu'on peut avoir une certaine liberté en étant employé. Ah, c'est intéressant que tu dises certaine. Ça veut bien dire que tu ne penses pas que... Non, ça veut pas dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la liberté, il peut se contenter de cette liberté. D'accord ? Moi, j'en ai besoin de beaucoup. Après, je veux dire, quelqu'un qui est employé, si par exemple ses vacances lui suffisent totalement, pourquoi ne pas l'être? Mais là, on est sur le podcast des rebelles intelligents, des gens justement qui veulent créer leur propre aventure et qui veulent être différents de la moyenne, tu vois. Est-ce que tu penses que tu pourrais redevenir employé? Mais de toute façon, non, absolument pas. J'aime bien, c'est vraiment un... Ouais. Non, mais c'est pas possible. Ouais. C'est impossible. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai goûté à une certaine liberté qui ne me permet plus de revenir en arrière. C'est vraiment quelque chose qui... cette liberté que te donne l'entrepreneuriat, c'est quelque chose auquel tu es profondément attaché aujourd'hui. Tout à fait. Parce que oui, quand tu dis que tu peux partir en voyage dans une semaine, c'est bien parce que tu as une entreprise qui te permet de faire ça. Exactement. Quand tu n'as pas de spectacles qui sont prévus, tu es libre comme l'air finalement. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, moi je suis surtout en contact en général avec des entrepreneurs qui ont souvent un bon style de vie, une bonne qualité de vie, mais qui ont quand même fait le choix de mettre en priorité le développement de leur business. Moi j'ai plutôt l'impression que tu vois vraiment, mais à 2000%, ton business comme un moyen de servir ta vie et que tu as vraiment mis la qualité de ta vie et le côté aventurier comme priorité absolue. Est-ce que j'ai fait une bonne analyse? Tout à fait. Mais par exemple, quelqu'un m'a dit, écoute Alexandre, moi
je gagne très très bien ma vie. Mais il y a une chose que je pourrais jamais me payer, le temps. Et c'est ça. Et donc moi j'ai privilégié le fait de ne pas avoir énormément d'argent, mais d'avoir le temps de faire ce que je veux, au moment où je le veux. Et est-ce que des fois tu sens pas un petit peu la tentation de te dire ok maintenant je vais développer mon business et puis peut-être pas en faire un empire, mais en tout cas de l'amener à un autre niveau? En fait c'est exactement la même chose que la personne qui est employée, qui se contente de ses vacances. C'est-à-dire que lui, il ne sait pas ce qu'il perd. D'accord. Moi, en gagnant pas énormément d'argent et en côtoyant pas forcément les milieux très aisés, bah pareil, je ne sais pas non plus ce que je perds. Donc ça me manque pas. Et donc, si, je dis une bêtise, je crée quelque chose, ça marche bien et après ça se casse la figure, bah là je serais malheureux. Parce que j'aurais goûté et ça me manquera par la suite. Et donc, est-ce que c'est judicieux de tenter ça? Alors que pour l'instant, ça me convient parfaitement. Donc c'est quelque chose que tu fais naturellement, de savoir te contenter de ce que tu as? Oui. En même temps, tu dis ça, mais tu es toujours dans une démarche de progression, d'apprentissage et d'aventure. Bien sûr, mais, par exemple, je parle plus de manne financière. C'est pas... Je roule pas sur l'or, mais je suis heureux dans ce que je suis. Comment tu fais en ayant... Voilà, tu as un parcours très atypique, tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec ton diplôme. Comment tu as fait pour gérer tes parents, la famille, la pression un petit peu sociale de tout ce milieu-là? Mais écoute, en fait, à force de le faire, bah, ils ont dû simplement abdiquer, quoi. Ils ont dû abdiquer. Ils ont essayé de te remettre dans le droit chemin à un moment ou pas? Mais complètement, bien sûr que oui. D'accord. Et ça stressait beaucoup ma mère. Et bon, bah, c'est tout, hein. Je suis comme ça et je veux pas me trahir. Ok. T'as jamais eu, finalement tu t'es dit, c'est tout. C'est ma voie et puis ça te plaît ou ça te plaît pas. Exactement. J'essaie vraiment de me libérer du regard des autres. Alors il faut faire attention parce que moi vraiment j'aime que les gens soient libérés du regard des autres, mais après il y a quand même une certaine limite à la marginalisation. D'accord? Oui. Comme je l'ai dit, il n'y a vraiment jamais deux vérités. D'accord? Il y a toujours une partie et un excès peut nous faire vraiment tomber bas. Bon, après, si ça convient à la personne, j'ai envie de lui dire tant pis. Enfin, fais ce qu'il veut, ce que tu veux. Est-ce que tu penses que tu as des croyances différentes de celles de la majorité des gens? Oui, tout à fait. Par exemple, en fait, je suis agnostique. C'est-à-dire que pour moi, Dieu, c'est la synergie de tout, ce qui nous entoure, et également toutes les synchronicités, etc. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que si je me laissais aller, en fait, toute cette synergie, en fait, t'emporte dans le bon chemin. Et après, c'est peut-être aussi un peu de la croyance positive, mais je me dis que tout va bien aller et au final, tout va bien. Par exemple, je vais te donner un exemple. Là, ça m'est arrivé avant-hier. Je revenais de Nantes, d'accord? J'étais avec des candidats d'une élection que j'ai faite à Nantes et ils repartaient. Alors, tu peux dire ce que c'est? Vas-y, balance. L'élection Mister Triton. Voilà, donc c'est juste un exemple de l'éclectisme d'Alex. Donc c'est quoi Mister Triton? C'était un week-end de fou. C'était génial, franchement. Donc c'est des hommes qui se regroupent? Alors, oui, ce sont les élections. Alors, le Triton est le masculin de la sirène, où en fait, on nage en monopalme avec... Et il y a une élection, du coup, avec photo. On nageait le plus longtemps sous l'eau en apnée, etc. La grâce étant prise en compte. Et donc, j'ai participé à ça et c'était génial. Bon, ça, c'était une parenthèse. Mais donc, tu rentrais de Nantes? Nantes? Je rentre de Nantes avec eux. Et ils habitent où? À Marne-la-Vallée, chez Si. Pour moi, un Ouigo, c'est parfait. J'arrive à aller. On part à une heure qui est non voulue et au final on arrive 20 minutes avant le Ouigo. Moi j'avais pris les places dans la voiture. J'arrive
Et là, ils me disent, votre billet n'est pas valable, il n'est pas passé. Allez voir le contrôleur. Ouf. Je vais voir le contrôleur, je fais, ben voilà, je pense que c'est pas passé. Il me dit, ah, il vérifie, il fait, effectivement, écoutez, allez voiture 13, je vais vous faire le même prix, J'arrive voiture 13 et là, je vois le chef de train qui me demande un peu ce qui se passe. Et je lui dis, bah écoutez, voilà, je pense qu'il y a eu un souci, moi j'attends le contrôleur. Il fait, oh, c'est moi le chef de train. Ok, il vérifie tout de suite, il fait, bon, ben là, c'est 130 € où vous ne montez pas. Wow! Je fais, mais vous vous rendez compte que c'est pas de ma faute si le paiement n'est pas passé, mettez-vous un peu à ma place. C'est 130 €. Je fais, écoutez, voilà, votre collègue m'a dit qu'éventuellement il y avait possibilité de l'avoir au même prix, tout ça. Je fais, non, c'est 130 €. Le collègue arrive et il discute un peu, il dit, moi je me suis engagé, il fait, bon, ben, si tu t'es engagé, voilà. Je monte il fait ma montée dans le train. Je monte dans le train, il fait, il fait, excusez-moi pour mon collègue, moi je peux pas laisser passer ça, mais je vais vous faire un geste commercial sur le train, je vous fais pas payer. Waouh! Il fait, je vais faire semblant de vous encaisser, voilà. Alors tac, il prend sa petite tireuse, tac, il tire. Je mets dans ma poche comme ça, et il plie, je mets dans ma poche et je vais à mon siège. Et en fait, il était mal plié, tu sais, et donc je le sors et en fait, je regarde et en fait, il y avait le numéro de téléphone du contrôleur. Ah, c'est marrant ça. Et donc, mais voilà, donc en fait, il repasse, il me dit, gardez bien votre ticket. Je fais, donc je fais, oui, j'ai vu. Et en fait, je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, bah voilà, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi, etc. Et donc, en fait, je sens que lui voulait plus. Et je fais, mais voilà, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie. C'était une contrôleuse? Non, un contrôleur. D'accord. Bah, c'est pas grave. Oui, non, absolument. Et donc j'ai quelqu'un dans ma vie. Il fait, bon, dommage. Je fais, mais bon, il n'y avait pas que cette barrière-là non plus. Il fait, mais du coup, t'es bi, hétéro, gay. Je sais pas, hétéro. Il fait, j'aurais foiré jusqu'au bout. Je fais, mais non, pas du tout. Et au contraire, moi je te conseille de continuer parce que j'aurais pu être la bonne personne. C'est pas, enfin voilà, c'est pas parce que ça s'était pas coordonné comme ça qu'il faut lâcher l'affaire et ne plus le faire. Donc je te conseille de continuer dans cette voie-là. Bon, donc là, on a un exemple où tu t'es pas pris la tête sur comment t'allais rentrer, finalement tout s'est goupillé bien, et t'as même vécu une petite aventure rigolote. Voilà. Et en plus, t'as inspiré quelqu'un. Mais en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que, comme je le disais, moi, tout se synchronise tout le temps bien, mais le destin, il me met quand même des petits coups de pression, hein, genre le coup des 130 €. Ouais. Genre à l'aller, par exemple, à l'aller, je devais aller à Guérande. Et en fait, ma sœur me dit, parce qu'elle habite à Mayotte, elle me dit, mais écoute, j'ai acheté une voiture, je dois la faire partir en bateau. Est-ce que j'ai fait un devis? Est-ce que tu peux, voilà, ça t'intéresse de le faire? Je fais oui. Elle fait, bah voilà, c'était autant, je te les donnerai. Je fais, bon, ok, trop bien. Mais par contre, je dois être à Guérande le lendemain. Est-ce que Saint-Nazaire, c'est loin de Guérande? 20 minutes. What? C'est dingue. Mais voilà, encore une synchronicité. Et pareil, sur la route, petit coup de stress, à un moment il n'y avait plus d'essence et j'ai eu peur de tomber en panne d'essence jusqu'à la station. Au final, ça s'est bien goupillé et je suis arrivé à l'heure. Mais pareil, en fait, à chaque fois, tout se goupille bien, je le sais, mais il y a toujours des petits coups de pression de temps en temps, je sais pas, c'est marrant. Alors c'est intéressant parce que bon, ça rejoint un peu la loi de l'attraction. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu y crois vraiment à fond? Complètement. Bah, après, moi, je me laisse aller. Hein. Et ça se goupille tout le temps bien. Parce que donc, tu as vu le film ou tu as lu le livre, Le secret de l'attraction? Le secret. D'accord, non, parce que c'est voilà. Que je lise, du coup. Oui, mais du coup, alors moi je suis assez critique sur ce film-livre parce qu'ils mettent trop l'accent sur le fait de vouloir quelque chose sans parler trop de l'action. Mais toi, c'est intéressant parce que, mais au final, il faut vouloir désirer quelque chose pour pouvoir l'accomplir. En entrepreneuriat, c'est super important et dans la vie en général. Et là, on voit un exemple que tu as l'objectif en tête, tu vas te mettre en action et puis finalement, tu ne te préoccupes pas trop du process. Tu sais que tu vas trouver les moyens d'y arriver au fur et à mesure. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a tellement de gens qui se paralysent dans l'action parce que justement, ils veulent tout planifier, ils n'y arrivent pas et du coup, ils ne font pas grand-chose.
On ne voit rien. Par exemple, donc, j'ai bossé aussi dans l'hôtessaria, où en fait, durant des salons, je gérais, etc., des trucs. Et il y avait des moquettes qui allaient être jetées, qui avaient été créées exprès pour le salon. Et je me suis dit, ouais, je vais emménager dans un truc, j'ai besoin de ça. J'étais à vélo. Et c'était des rouleaux, mais immenses, quoi. Et j'avais plein d'autres trucs, en vrai. Et j'ai tout pris et je me suis dit, ça va passer. Et ben, je te jure que j'ai réussi à rentrer chez moi avec tout. Et en fait, simplement parce que je me suis dit, je sais que ça va le faire. Et pareil pour le bricolage, à chaque fois, je sais que je vais trouver un moyen d'arriver à mes fins. Et à chaque fois, je trouve le petit truc qui va parfaitement, bam, la vis qui va, enfin, un truc de malade. C'est tout le temps. Du coup, est-ce que tu as une mission dans la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te porte particulièrement? Et la vraie mission que j'ai dans la vie, c'est de pouvoir faire ouvrir les yeux aux gens, comme quoi, en fait, une toute petite action peut entraîner des choses incroyables. Un peu comme la loi de Pareto, 80-20. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'avec des toutes petites choses, ils pensent que c'est insignifiant, mais non, ça fait toute la différence. Et ça, vraiment, c'est le message que j'aimerais porter haut et fort, et aussi un gros message aussi de tolérance, vraiment. C'est au travers de l'art, au travers de tout, au travers des personnes, mon gros message, c'est vraiment être tolérant vis-à-vis des autres. Donc aujourd'hui, tu es plutôt content de ta vie, apparemment. Est-ce que tu prévois de continuer comme ça, ou à un moment, il y a Alex qui va s'assagir un petit peu quand même, rentrer dans le droit chemin, tu vas être dedans? C'est pas possible en fait. Comme dirait Jasmine dans Aladdin, je suis allé trop haut, trop loin. Pas de retour en arrière. Et tu te vois prendre ta retraite à un moment? Je suis déjà en retraite. Ouais, c'est le sentiment que j'ai aussi. Tu te sens à la retraite là? Moi, je le suis depuis très longtemps en retraite. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, tu vois, mon grand-père, il me disait, trouve un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. C'est ce qu'on entend partout, ouais. Ouais, voilà. Allez, et c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait, bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on l'entend partout, et quand on regarde autour de nous, il y a très très peu de gens qui sont dans ce cas-là. Exactement. Pourquoi d'après toi? Qu'est-ce qui manque à ces personnes? Ben, il manque, comme je t'ai dit, le sentiment qui est très très fort dans l'instinct humain, c'est la peur. Donc ils sont bridés par la peur souvent. La peur, ça peut être la peur du regard des autres, la peur de décevoir aussi, de décevoir ses parents, la peur du changement. Il y a multiples facteurs, quoi. Toutes ces peurs-là que tu as affrontées au fur et à mesure, tranquillement, pas de bébé par pas de bébé. C'est ça, step by step. Baby step by baby step. Écoute, merci d'avoir partagé tout ça, c'était très intéressant. Je pense que c'est vraiment une interview différente de celle dont on a l'habitude de faire sur cette chaîne, mais ça vous montre justement qu'on n'a pas besoin d'être un entrepreneur avec un succès immense pour être libre et puis créer une vie qui est différente de celle des autres. On peut se créer sa propre aventure avec ses propres moyens, et Alex en est un excellent exemple. Est-ce que tu as 3 livres à recommander aux gens qui sont là? Parce que là, bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc il y a peut-être encore 25% des gens qui sont là, donc c'est les plus motivés. Qu'est-ce que tu as comme livre qui t'ont impacté, que tu aimerais recommander? J'ai beaucoup aimé Robert Greene. Ouais. Les 48 lois du pouvoir. D'accord. Et franchement, c'est en fait ce qui est excellent dans ce livre, c'est que moi j'adore l'histoire, et c'est que en fait il remet des concepts psychologiques avec des exemples historiques. Et en fait j'ai vraiment aimé ce parallèle, et ça permet un peu d'ouvrir les yeux sur comment le monde fonctionne, et pour s'en prémunir ou pour pouvoir un petit peu améliorer sa vie aussi. D'ailleurs, Robert Greene, que j'ai eu la chance d'interviewer, dont vous pouvez voir l'interview sur ma chaîne principale, Olivier Roland. Ouais. Pour terminer cette interview, pour tous les rebelles intelligents qui sont là et qui sont inspirés finalement par ton exemple, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour être libre justement? Laissez-vous aller, surtout fiez-vous à vous-même, à vos ressentis, et vous verrez qu'en lâchant prise et en prenant les opportunités qui vous plaisent, bien sûr, et en cheminant, vous serez beaucoup plus relax, parce que ça va vraiment vous faire redescendre en pression, parce que vous savez que en fait, le chemin est tracé et vous vous laissez aller.
Bon, merci beaucoup Alex d'avoir partagé tout ça. Je t'en prie, ce fut un plaisir. Et donc, il n'y a pas de chaîne YouTube pour te retrouver, il n'y a pas de site web, il n'y a rien. Tu as décidé de pas du tout avoir de présence sur Internet. D'ailleurs, on est chez toi là et tu n'as même pas de connexion Wi-Fi. Tout à l'heure, je t'ai demandé le code Wi-Fi. T'as pas chez moi. Tu utilises la 4G, ça te suffit. Et donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça en a inspiré certains parmi vous pour justement se créer l'aventure de votre vie. Et d'ailleurs, si tu es là, après plus d'1 heure d'interview, tu fais partie des 20%, des 15%, des 2% des gens qui sont restés jusqu'au bout. Du coup, tu fais partie de l'équipe des gens motivés. Partage ça dans les commentaires, on se reconnaîtra. Ciao!